Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler d'un de nos ancêtres qui a fait beaucoup pour son clan, son lignage. On l'appelle Anza Kpen. Il est de l'Anor. L'Anor, le pays Anor est dans l'actuelle région de Prikro. D'ailleurs, c'est certains Anor qui sont partis dans le Togo, enfin au Togo actuel, et qui vont donner le groupe des Anofo, qu'on appelle improprement Tchokosi. Voilà. Donc je voudrais parler des Anor, mais principalement du clan des Alouis, ou du sous-groupe des Alouis, et de ce que un de leurs ancêtres a fait. Il y a un de leurs ancêtres qui s'appelle Azan Kpen. Il a fait beaucoup pour les Alouis. Alors n'oubliez pas que la dynastie des Alouis a dirigé le pays Anor jusqu'à ce qu'ils perdent le pouvoir et qu'une nouvelle dynastie émerge, qui est la dynastie des Djilimambou. Mais je voudrais parler d'un de leurs ancêtres qu'on appelle Anza Kpen. Parce que les Alouis, qui forment en fait un sous-groupe au sein des Anor, vont être frappés par une épidémie. Peu après 1746. Ce fut une épidémie de variole. Alors les traditions disent qu'ils avaient lancé un raid en pays d'Imini pour se faire des captifs. Parce que les Akans, les captifs, surtout quand c'est des femmes, on les intègre au matrilignage pour que le nombre des membres du matrilignage s'accroisse. Et ils ont lancé donc une expédition en pays d'Imini. Le pays d'Imini, c'est dans la région de Dabakala, par là. Et de retour de cette expédition-là, ils ont constaté que ceux qui ont lancé l'expédition, certains ont été contaminés par la variole. Et c'est devenu une épidémie très grave. Alors, le centre, le lieu de cette épidémie a commencé dans la localité de Aswe-Kokole. On appelle ça Aswe-Kokole. Aswe-Kokole, ça veut dire cours d'eau rouge, rivière rouge. Et puis, malheureusement, pour eux, cette épidémie-là de variole va s'étendre. Et la zone du pays en nord, surtout occupée par les Alouis, va être durement frappée par cette épidémie-là. Et de nombreux Alouis vont mourir. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que par la suite, ils vont perdre le pouvoir au profit des Djilimambou. Mais ça, je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'histoire des Anor. Voilà, donc je ne reviens pas là-dessus. Alors, cette épidémie de variole a tellement frappé durement les Alouis que ce n'est que 2 ans plus tard qu'ils ont pu organiser les obsèques, les funérailles des victimes de cette épidémie de variole. Et l'un de leurs dirigeants importants, qu'on appelle Komlan Pandjen, lui-même, il va mourir des suites de cette épidémie de variole. Et cet événement douloureux qui a frappé les Anor du sous-groupe Aloui est rappelé par un jurement. J'ai fait une vidéo sur le jurement dans le monde Akan. Le jurement, c'est une courte phrase qui rappelle un événement douloureux que le royaume, le peuple, le roi ou un clan a vécu, ou même une personne ou un individu a vécu. Voilà.
Alors, ce jurement-là des Alui se dit Pandje Bonganu. Pandje Bonganu. En souvenir de l'ancêtre Komlan Pandje, qui était leur chef, leur roi, qui est décédé des suites de cette épidémie de variole. Et donc le jurement se dit Pandje Bonganu. Bonganu. Voilà, Bonganu. Il faut que je dise ça correctement. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Alors, un autre foyer de l'épidémie de variole, c'est la localité de Fété. Et même à Luisso, qui était alors la capitale, a été durement frappé par cette épidémie de variole. Ça a provoqué un recul démographique terrible chez les Alui. D'ailleurs, dans un premier temps, ils ont dû abandonner l'ancienne capitale qu'on appelle Wobesso, où a vécu même le grand ancêtre Aluindo. Ils ont dû abandonner Wobesso. Et puis, à Luisso, la nouvelle capitale a été frappée durement par cette épidémie de variole. Donc, ils ont dû abandonner à Luisso pour créer Indjinu 1 et puis ensuite Indjinu 2. Un premier site qu'ils ont appelé Indjinu, frappé encore par la variole, et puis ensuite ils sont allés sur un second site qu'ils ont appelé Indjinu encore. Donc, ça dit que le deuxième site de Indjinu. Voilà. Alors, devant cette situation catastrophique au plan démographique, les Alui vont s'appauvrir. Parce que plus il y a de nombreux membres qui ont des moyens dans un lignage, plus le lignage est solide financièrement. Vous voyez? Parce que pour soigner les malades, pour faire l'inhumation, les Alui ont dû emprunter auprès de créanciers. Donc, les Alui étaient endettés. Ils étaient endettés. Et comme ils étaient endettés et qu'ils ne pouvaient pas rembourser les dettes auprès de leurs créanciers, certains des membres, certains des leurs ont été placés en gage auprès des créanciers. Cela s'appelle Aoba. Chez les Akans, dans beaucoup de parlers Akans, cela s'appelle Aoba. C'est-à-dire qu'un Aoba, c'est quelqu'un qui est placé en gage. Or, très souvent, les créanciers exigeaient que ce soit des femmes du lignage qui soient placées en gage. Or, ce sont les femmes du lignage qui permettent la perpétuation du lignage, puisque c'était la pratique du système matrilinéaire. Alors, devant cette situation catastrophique, il y a un ancêtre à lui qui va sortir les Alui de cette situation catastrophique, je me répète, dramatique. On l'appelle Anza Pen. Son nom c'est Anza Pen. Il est le propre neveu de Komlan Pandje. Il est le propre neveu de Komlan Pandje. Neveu utérin. Neveu en ligne utérine, en ligne maternelle. C'est Anza Pen, le neveu de Komlan Pandje. C'est lui qui, pour rembourser les dettes des Alui, pour libérer ceux qui étaient placés en gage, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'aller en pays Jimini. Or, les Anof faisaient souvent des raids en pays Jimini, comme je l'ai dit, pour avoir des captifs. D'ailleurs, c'est pendant l'un de ces raids-là qu'ils ont contracté la variole. Donc, Anza Pen, très courageux, est allé en pays Jimini. Mais il pouvait s'attendre à la vengeance des Jimini. Mais vous voyez, quelquefois en Afrique, les gens ne se vengent pas d'un individu isolé, même s'ils ont des choses à reprocher au lignage de cet individu-là. Vous comprenez? Nos ancêtres africains avaient un grand sens des rapports humains. Malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas souvent le cas avec nos politiciens que nous observons ici, un peu partout dans nos pays d'Afrique, surtout dans les pays d'Afrique francophone ou même ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller apprendre le métier
de la forge. Parce que les Djimini étaient de grands forgerons. Ils étaient de grands forgerons. Ils pouvaient même fabriquer des fusils à répétition où on peut tirer plusieurs coups à la fois. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Anzakben est parti apprendre le métier de la forge en pays Djimini. C'est ce qu'il a fait. Bon, on peut dire que peut-être par rapport à l'année comment on appelle ça, de l'épidémie qui a commencé peu après 1746, il a fallu 2 ans. Il a fallu attendre 2 ans pour pouvoir faire les obsèques des victimes de la variole, des défunts. Donc on peut dire que c'est autour de 1748 peut-être, même je peux dire peut-être autour de 1749-1750, que Anzakben va en pays Djimini pour apprendre le métier de la forge. Il a si bien appris ce métier que quand il est revenu en pays Ano, il a commencé à pratiquer le métier de la forge. Il a pratiqué ce métier avec tant de dextérité qu'il est devenu riche, il s'est enrichi. Le métier de la forge l'a enrichi. Il est devenu très riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rembourser les dettes que devaient les Alui. Il a remboursé les dettes que devaient les Alui pour libérer les Alui qui étaient placés en gage auprès des créanciers. Il a libéré ceux qui étaient placés en gage. Les Aoba, il les a libérés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a acheté de nombreux captifs. Parce que l'un des systèmes chez les Akans, pour relancer la démographie, quand il y avait des problèmes de croissance démographique, c'était d'acquérir des captifs. Et c'est ce que Anzakben a fait. Non seulement il a pu libérer les membres de son clan qui étaient placés en gage auprès des créanciers, en payant les dettes, mais lui-même, il a pu s'acheter des captifs pour que la démographie au sein des à lui puisse reprendre. C'est ce qu'il a fait. Il a acheté de nombreux captifs dans ce sens-là pour pouvoir relancer la démographie au sein des Alui. Et il lui a été permis de confectionner un tambour de devise. De son vivant, on a confectionné un tambour de devise. Vu le rôle important qu'il a joué pour les Alui, pour le sous-groupe Ano des Alui. Voilà. Il a un tambour de devise. Le tambour de devise chez les locuteurs du Tui, c'est du Tunisini. Mais chez les Ano, etc., les Agnis, ils appellent ça Klanzi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est décédé, mais en Zakmen, on a incliné un tabouret, ce qu'on appelle biabili. Un tabouret qu'on incline en général à l'honneur des rois qui ont régné, qui ont eu un règne apprécié. Un siège noir, un biabili, a été incliné en l'honneur de Anzakben pour tout le rôle important qu'il a joué pour les Ano du sous-groupe à lui. Voyez. Voilà ce que ce grand ancêtre Ano du sous-groupe à lui a fait pour son clan, pour son lignage, pour sa famille. Je vous remercie. Donc, c'est l'action d'un de nos ancêtres africains que j'ai voulu vous présenter, Anzakben. Il a fait vraiment des actions, il a mené des actions importantes. Voilà. Je pense que si nos chefs d'État faisaient l'effort de rembourser nos dettes en imitant ce que l'ancêtre Anzakben des Alui, du sous-groupe Alui des Ano a fait, nos pays africains ne seront plus soumis au dictat de la Banque mondiale et du FMI. Donc je présente cet ancêtre-là, Anzakben, comme un exemple à suivre. Que nos chefs d'État-là suivent son exemple pour libérer nos pays de la dette. Et pour être libérés du dictat
de la Banque mondiale et du FMI, des clubs de Paris, des clubs de Londres, etc. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.